Ce que je vous propose pour débuter cette table ronde, c'est de donner d'abord la parole à Madame Sophie Lebellu, d'une part parce qu'elle est à distance, mais aussi parce qu'elle a des contraintes horaires qui font qu'elle ne pourra pas rester jusqu'au bout de la matinée avec nous. Donc Madame Lebellu, on m'a dit que vous étiez en ligne, voilà, on vous voit, donc je vais vous laisser vous présenter. Et si vous en êtes d'accord, vous laissez entamer la discussion sur cette question justement que nous venons d'aborder des thèses CIFRE, puisque c'est notamment à ce titre-là qu'on vous a proposé d'intervenir. Vous avez une expérience et votre expérience nous sera précieuse. Voilà, vous avez la parole, Madame Lebellu. Très bien, merci, bonjour à tous. Donc du coup, effectivement, je travaille actuellement chez Renault. Je suis chef de projet là-bas. Enfin, j'ai changé de poste récemment, mais en tout cas, au moment où la thèse a été pilotée, donc en collaboration avec le professeur Christine Vital-Gomel, qui est là aussi. Bonjour Christine. Donc je pilotais un projet à ce moment-là. Du coup, le feedback que je peux vous faire, c'est que ça a été en tout cas une super expérience. Côté Renault, ça nous a permis en fait de faire travailler donc un doctorant sur un sujet qui était très particulier, donc en sciences de l'éducation et en ergonomie. Et donc dans le monde de l'innovation, puisque donc c'est une thèse CIFRE qui s'inscrit donc au sein de la direction de la recherche chez Renault, plus spécifiquement donc dans un service qui faisait de l'expérience utilisateur et dans une équipe de chercheurs en ergonomie cognitive. Voilà, donc là vous avez un petit peu le contexte. Et puis sur la démarche, en fait on a comment dire, alors bon, c'était il y a, parce que quand on l'a lancé, c'était en 2018, si je ne me trompe pas, Christine, je crois que c'est ça, Hugo avait démarré en 2018, ouais. Donc sur la démarche, on avait commencé à construire ensemble, enfin nous on avait une idée de projet en fait, de sujet sur lequel on pourrait faire travailler un doctorant, dans le cadre d'un projet qu'on était en train de lancer à ce moment-là. Bon, il y a une sélection en interne au sein de Renault sur les sujets qui sont priorisés du coup pour lancer potentiellement des tests CIFRE. Donc, on dit pour avoir des jetons de tests CIFRE. Et puis, de fil en aiguille, donc on a un petit peu plus robustifié, on va dire, le projet. On a cherché un laboratoire pour accompagner ce travail-là. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré en contact du coup avec le CREN à Nantes. Donc le Centre de recherche en éducation de Nantes, où est Christine. Et puis, voilà, on a finalisé la construction du projet ensemble. Ça a été validé par la NRT et ça nous a permis du coup de recruter un candidat. On l'a recruté ensemble aussi. C'était super important que ce soit validé donc, à la fois par l'entreprise et par le laboratoire encadrant. On s'est mis d'accord sur le temps de partage finalement entre le temps en entreprise, le temps en laboratoire, parce que ça aussi c'est super important pour l'équilibre du doctorant. Ça fait partie de sa formation et de la CIFRE plus particulièrement, d'être à la fois présent dans l'entreprise, mais aussi bien évidemment au sein de la vie académique en laboratoire. Voilà, et puis après, ça a été 3 années qui se sont super bien déroulées. Je peux pas dire autre chose. Hugo a soutenu sa thèse pas plus tard qu'il y a un mois, même moins d'un mois même. Donc, voilà, le projet s'est terminé. Et puis, d'un point de vue apport pour l'entreprise, j'ai envie de dire, c'est que du plus, en fait. C'est que du win-win, du bénéfice. En plus, on a eu un doctorant voilà, qui a vraiment très bien fait le job, qui a finalement travaillé sur un work package, un lot à part entière du projet que je pilotais, qui a donné entière satisfaction. Ça nous permet d'avoir voilà, des apports théoriques qu'on a aussi moins le temps de travailler du coup en entreprise, mine de rien. Et donc toute une conceptualisation qu'on prend moins le temps de faire. Donc les partenariats avec les labos, c'est essentiel. Puis encore plus, j'ai envie de dire, dans une direction de la recherche. Bon voilà, pour moi, ça a été, enfin pour moi et pour l'entreprise, pour la direction, ça a été que du positif. S'il y a des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Merci à vous. Écoutez, on va en profiter, oui, pour vous poser des questions si certains le souhaitent. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Christine qui pourra donner le point de vue de la chercheuse qui a accompagné la thèse. Mais puisque vous êtes là et pendant que vous êtes encore là, s'il y a dans la salle ou à distance des personnes qui souhaitent vous interroger, c'est le moment. Ou même réagir. Ah oui, alors donc Pierre Imanac et Laurent Morillon. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous avez réparti le temps de présence du doctorant à la fois chez Renault et dans le laboratoire? Est-ce que c'était du 50-50? Est-ce qu'il était plus immergé chez Renault? Est-ce qu'il était plus au laboratoire? Expliquez-nous un petit peu plus au niveau du fonctionnement. Donc la thèse est portée sur le véhicule autonome. Donc il s'agissait de concevoir une interface pour la prise en main du véhicule autonome, puisqu'on va être amené à quand même pas mal transformer notre activité de conduite pour le prendre en main. Donc du coup, il était essentiel quand même que le doctorant soit chez Renault. Il faut quand même aussi préciser que chez Renault, il y a une équipe de recherche. Alors il y a une dimension ergonomie qui était très forte. Ergonomie, alors avec un point de vue qui n'est pas juste lié à l'interface de l'outil, qui est vraiment lié à la compréhension de ce que c'est que l'activité humaine de conduite dans les véhicules autonomes. Et donc du coup, il y avait vraiment besoin à la fois de tout l'apport de Renault pour le recueil de données. C'était impossible sans eux, il fallait un prototype, des conditions particulières pour pouvoir rouler sur route en France avec le véhicule autonome qui est encore un prototype. Il y a tout un tas de choses en fait, qui se sont jouées dans ce travail, et il y a une partie en fait qui relève effectivement proprement des sciences de l'éducation aussi, du coup sur la partie appropriation et apprentissage. Donc c'est vraiment le mixte des deux qui était important. Donc il était essentiel que le doctorant soit chez Renault et au sein en fait de l'entreprise et aussi quand même de cette équipe de recherche. C'est pas neutre de le souligner en fait. C'est pas un environnement dont la recherche est absente, même si comme Sophie l'a signalé, c'est une recherche qui est vraiment très opérationnelle, qui a peut-être moins le temps de la conceptualisation pour le coup. Mais c'est aussi notre apport. Et donc il était principalement chez Renault avec des rendez-vous réguliers au laboratoire, et quelque chose qui a été important aussi pour nous, parce que pour ne pas fermer toutes les portes, après Hugo Cusano a choisi de rester en R&D, mais il a aussi pu enseigner. Et je pense que ça aussi c'est important de pouvoir quand même garder un pied à l'université, avec la possibilité de éventuellement devenir enseignant-chercheur s'il le souhaitait. Juste, je précise, effectivement, ça peut être des fois une dérive sur les chiffres, de ne pas laisser suffisamment de temps finalement aux doctorants pour être immergé dans la vie en laboratoire. Et ça, c'est vrai qu'il faut être super vigilant. Bon, moi, après, je suis passée aussi par ce parcours-là, donc du coup, j'ai aussi l'expérience, et du coup, je trouvais ça tout à fait normal. Mais là où il faut, je pense, être vigilant et faire attention, c'est que souvent dans les entreprises, les personnes qui encadrent les cibles ne sont pas forcément des personnes qui sont issues du monde académique ou qui ont fait une thèse, etc., et qui n'ont pas forcément conscience de ça. Et du coup, c'est là où je pense que c'est important d'avoir un point d'attention, parce que effectivement, le doctorant, bien souvent, quand il démarre, il ne sait pas encore très bien ce qu'il a envie de faire après. Est-ce qu'il va continuer dans une entreprise, est-ce qu'il a envie de partir sur un poste de maître de conf, etc. Et du coup, voilà, il faut lui laisser la possibilité d'avoir les deux choix. Et donc, cet équilibre-là, il est important à défendre dès le départ, si certaines personnes ne sont pas convaincues. Alors, une micro-question pour Madame Le Bellu. D'abord, on entend votre enthousiasme et votre plaisir d'avoir accueilli ce doctorant. Quand est-ce que vous recommencez ? Et sur quelle discipline vous avez envie de recommencer? Alors peut-être effectivement encore en sciences de l'éducation, mais par rapport aux véhicules autonomes, le champ des possibles en SHS est tellement large. On pense au droit, on pense à l'économie, on pense bien évidemment encore aux expériences immersives. Quand est-ce que vous recommencez? Si je peux recommencer demain, il n'y a pas de souci. Il suffit en fait, j'ai envie de dire, de proposer des sujets et de le demander. Donc très sincèrement, l'expérience a été très positive, donc à refaire. J'ai des collègues qui continuent à le faire. Alors là, j'ai légèrement changé de domaine récemment. Je suis partie j'ai rejoint une direction en fait qui fait du logiciel embarqué, mais bon, on n'est pas très loin. C'est juste qu'on s'éloigne un tout petit peu des problématiques qui ont été travaillées par Hugo, en sciences de l'éducation, en ergo, et encore on peut trouver encore des liens à faire. Voilà, moi j'encourage toutes les personnes qui travaillent en innovation dans les entreprises à le faire, et je le referai si je peux le faire, effectivement, même dans la direction où je suis actuellement. Christophe, je crois, voulait justement sur ce sujet-là intervenir. Merci beaucoup, Madame Le Bellu, pour ce témoignage. Je rejoins mes collègues là, qui sont exprimés. Je voulais vous poser la question parce que finalement, alors le secteur de l'automobile, moi c'est un secteur que je connais très bien. J'ai 10 ans de chaire
partenarial avec un grand équipementier mondial dans l'automobile. La question que je me pose aujourd'hui, il y a quand même une mutation extrêmement forte technologique. Alors je vais utiliser le mot technologique parce que l'inspiration est technologique à la base sur le véhicule, et notamment la gestion. Alors je pense que c'est une question qui doit forcément intéresser Renault. Aujourd'hui, dans cette mutation, on parle par exemple du véhicule hydrogène et le véhicule autonome. Et moi j'ai un dénominateur commun qui questionne beaucoup d'un point de vue SHS à mon avis, c'est comment le futur utilisateur va aujourd'hui se questionner par rapport à la gestion du risque, de dire qu'il fait confiance à quelque chose qui est aujourd'hui automatisé, ça je parle du véhicule autonome, et lorsqu'il est assis sur un réservoir sous pression à 700 bars. Voilà. Et je me dis que là, alors moi ça me questionne beaucoup. Je suis au cœur d'ailleurs de, alors pas sur la partie autonomie, mais sur la partie réservoir à 700 bars, je travaille là-dessus. Et ça émerge naturellement. Aujourd'hui, le consommateur, ce qu'il est aujourd'hui prêt, et comment il perçoit aujourd'hui ces évolutions technologiques qui sont en train d'arriver. Parce que c'est une question, je dirais, qui peut intéresser Renault et qui intéressera forcément, je pense, une partie de nos collègues ici présents. Parce qu'il y a vraiment un défi, je pense, par rapport à ça. Le défi dans le milieu automobile, ou le challenge, il est indéniable. Hein. On est vraiment, c'est effectivement un milieu qui est en pleine mutation, comme vous l'avez dit actuellement. Donc, des défis à relever, il y en a plein. Celui de l'hydrogène, effectivement, fait partie. Très clairement, je ne suis pas la mieux placée pour répondre à la question parce que je ne suis pas du tout spécialisée sur ces technos, etc. Donc, je ne peux pas répondre à côté de la plaque. Je préfère pas dire de bêtises. Par contre, effectivement, c'est dans l'air du temps. Tous les constructeurs en parlent, Renault aussi. Enfin, bon, ça fait partie des sujets qui sont travaillés. Et donc, la réponse, c'est oui, potentiellement, bien sûr qu'il y aurait des questions de recherche sur le sujet à travailler. Oui, en fait, oui, il y a deux enjeux là à travers cet échange. Bon, il y a la question de l'acceptabilité à laquelle on a tendance à renvoyer systématiquement les SHS un peu en aval de tout ce qui se fait par ailleurs, l'acceptabilité. Mais plus profondément, je pense que c'est ce que tu évoques ici, Christophe, il y a la question de l'acceptation, c'est-à-dire dans un milieu social donné ou dans un milieu professionnel donné, quel que soit d'ailleurs, dans un collectif donné, à chaque fois que des nouveautés technologiques ou des innovations apparaissent, il y a toujours cette question de l'acceptation de la nouveauté, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein. Qu'elle soit vécue comme positive ou négative, la question de l'acceptation de la nouveauté technologique est toujours un vrai enjeu. Et on évoquait tout à l'heure les travaux sur le passé et sur l'histoire, et très clairement sur ce type de sujet-là. Bon, évidemment, les philosophes auraient beaucoup de choses à nous dire, les juristes aussi, mais les historiens sur cette question de l'acceptation du nouveau, de la nouveauté, qu'elle soit technologique ou pas d'ailleurs, est un vrai sujet de fond. Et là, c'est un sujet pour les SHS, dont les SHS devraient s'emparer beaucoup plus souvent que simplement se limiter à l'acceptabilité. Mais c'était... Pardon. Non, mais pour le coup, peut-être pour préciser sur des choses qu'on partage autour de l'ergonomie, la façon d'envisager les transformations technologiques, pour nous, c'est d'être en amont, en fait. Et c'est la chance qu'on a eue avec le fait en fait d'avoir une équipe de recherche et aussi finalement une entreprise qui a été formée à prendre en compte ce qu'ils appellent des facteurs humains, c'est de pouvoir justement être en amont des processus de conception. C'est-à-dire de pouvoir en fait intervenir pour donner des éléments de réflexion à la conception. Alors dans la thèse d'Hugo Cusano, c'est allé jusqu'à l'élaboration du cahier des charges, c'est allé jusqu'à lui-même étant un peu fan de numérique, des petits bouts de programmation. Alors certes, il n'est pas informaticien, mais il y a participé. Il a participé de bout en bout vraiment à la conception de l'outil. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'être en amont du processus de conception et d'aider les équipes à réfléchir, voir si on va du côté de l'ergonomie, d'aller jusqu'à la recommandation, jusqu'à l'élaboration du cahier des charges. Voilà. Et du coup, ce que je trouvais intéressant, c'est, mais j'y reviendrai aussi, c'est pouvoir aussi dire aussi quelque chose des sciences de l'éducation et de la formation qui est autre que ce qu'on entend d'habitude sur la pédagogie. Alors hier, j'étais dans la journée ARS de Santé du Futur, on a présenté un travail avec toutes nos démarches et évidemment on m'a posé des questions de pédagogie. Alors il y a certains de mes collègues du thème 5 d'Ukraine que j'ai vu qui est derrière moi là,
pourront dire les choses sous l'angle didactique, mais finalement, nous, quand on arrive à la pédagogie, c'est presque qu'on a fini. On est plus du côté de la boîte à outils. Après, on peut évaluer, hein, bien sûr, mais on nous renvoie systématiquement un peu, on a un problème d'image, hein, je pense, sur est-ce qu'on sait faire et les apports qu'on peut avoir, alors, et dans le champ scolaire, et dans le champ de la formation et de l'éducation au sens large. Donc pour le coup, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas les sciences de l'école, mais il y a aussi des sciences à l'école et pour l'école. Mais voilà, on peut se décaler de ça. Je pense que c'est un enjeu important pour nous, en fait. Très bien. Alors, Madame Le Bellu, je sais que vous étiez prise par le temps, donc je crois qu'on nous devons vous laisser. Je suis en train de les faire patienter, voilà. Donc on peut faire encore deux minutes, j'arrive à 11h10. Bon, écoutez, parfait. Alors, on va profiter de votre souplesse pour éventuellement continuer. Et, en tout cas, avant que vous ne partiez, je tenais à vous remercier vraiment pour votre participation aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si, avant que Madame Le Bellu nous quitte, si quelqu'un souhaite intervenir encore. Bon, j'ai éventuellement, désolé, éventuellement pareil, peut-être une suggestion hein, pour alimenter la réflexion générale. Dans le milieu automobile, on sait que vous avez parlé d'ergonomie, il y a aussi donc toute la question de l'habitacle et du ressenti finalement des occupants de l'habitacle et toute ce qu'on appelle la psychosensorialité, c'est-à-dire la relation entre la personne qui est dans l'habitacle avec son environnement direct. Et on sait que ça, c'est des questions qui ont été beaucoup travaillées dans l'automobile. Je me posais la question de savoir, voilà, est-ce qu'il y a encore des champs, j'imagine qu'il y a encore des champs d'investigation à aborder. Et voilà, est-ce que Renault aujourd'hui souhaiterait pousser un peu ça? En fait, je confirme que c'est encore poussé hein, ce sujet-là. Et pas plus tard qu'hier, j'ai une de mes anciennes collègue qui m'a envoyé un mail justement pour, en fait, elle lance une thèse cifre sur le sujet, sur les affects entre justement un conducteur et sur les leviers émotionnels, etc., qu'il peut y avoir par rapport au véhicule. Et du coup, pardon ? C'est plutôt avec Télécom, en fait. Je pense. Je pense. Bien. Mais en tout cas, ça reste une cifre. En tout cas, il y a un sujet effectivement qui est lancé sur le sujet. Et au-delà de cette thèse, il y a une équipe qui est spécialisée d'ailleurs sur tout ce qui est analyse sensorielle. On a même 2 d'ailleurs au Technocentre qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, oui. Donc, je vois que Nathalie Bienfait veut intervenir. Nathalie. Oui, merci Frédéric. En fait, je livre un constat qui est à la fois aussi une petite idée. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion et de management. On a coutume on va dire, de dire qu'on est une science très emprunteuse, qui vient beaucoup se nourrir auprès de disciplines en SHS, que ce soit philosophie, sociologie, psychologie, et j'en passe des meilleurs. Et c'est vrai que par rapport aux éléments de cadrage que vous avez donnés, aux missions et aux orientations beaucoup plus axées sur l'innovation, je tiens à rappeler que comme on est précisément une discipline dédiée à l'action collective et on va dire, à l'ingénierie de cette action, notre discipline peut vraiment accompagner énormément de projets et être en soutien sur des préoccupations. Enfin, quand j'entends Madame parler de cette thèse cifre et la manière dont elle s'est déployée, en amont, je pense qu'un certain nombre de choses peuvent être travaillées avec nos équipes pour justement essayer de pointer un certain nombre de problématiques sur lesquelles, en fait, nous, on travaille en recherche, les processus d'innovation, les modèles d'innovation, la manière dont on peut effectivement développer une lecture transversale. Ça fait vraiment partie du cœur de nos investigations en recherche et on est beaucoup dans le labo à être très, très outillés et publiant sur ces questions-là. Donc, du coup, je terminerai sur cette remarque. Je pense que peut-être que dans cette nouvelle configuration de notre université, il y a à l'IAE, au LEMNA, dans notre laboratoire, des expertises vraiment qui peuvent aider à travailler sur le montage
de projets de recherche où viendraient les SHS, tout en ne limitant pas le projet au périmètre des sciences de gestion de management. Voilà, parce qu'on est précisément une discipline très emprunteuse et qui mobilise énormément de courants théoriques qui viennent d'autres horizons des SHS. Voilà ce que je voulais vous livrer comme... Merci Nathalie, merci à toi. Et donc, avant que Madame Le Bellu nous quitte et puis de poursuivre ce tour en abordant d'autres sujets, moi je suis assez heureux qu'on ait choisi comme exemple industriel et technologique la voiture. Ça s'est trouvé comme ça parce qu'effectivement il y avait l'exemple de cette coopération entre le groupe Renault et le Crane, etc. Mais la voiture c'est quand même quelque chose d'assez épatant du point de vue de la compréhension de nos sociétés, de qui nous sommes, parce que la bagnole, c'est pas juste de la technologie, hein, pour la plupart d'entre nous. Il y a un lien affectif, on évoquait les affects aujourd'hui, il y a un lien affectif avec les voitures. Il y a évidemment des enjeux d'insertion sociale et d'affichage de ce qu'on peut être ou de qui on peut être à travers une voiture. La voiture, c'est souvent une extension de soi, hein. C'est rare qu'on dise mais où ai-je garé ma voiture, c'est plutôt mais où est-ce que je me suis garé. Autour de la voiture, il y a quand même beaucoup de choses qui sont fondamentales et je trouve que pour penser un petit peu la technologie, les enjeux de technologie, dans un rapport qui, alors là pour le coup, a un apport humain, mais dans ce que l'humain a de plus profond, la voiture est un excellent modèle qui pourrait être exportable, je pense, à beaucoup d'autres objets, hein, qui nous entourent. Je n'évoquerai même pas le smartphone. Et là, très clairement, il y a des enjeux fondamentaux. Il y a des enjeux fondamentaux d'évolution de nos sociétés, dans un contexte de transition en plus, sur lequel on dépasse très très largement en fait le volet technologique très vite. Et donc moi je suis très heureux que ce soit cet exemple de la voiture aujourd'hui qui soit intervenu de manière un peu contingente, mais qui me paraît assez fondamental. Alors ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est que je vais laisser la parole à Julie Bognor, qui va se présenter rapidement, et qui va peut-être aussi pouvoir nous dire quelques mots du User Lab distribué pédagogique de l'Université Le Mans, parce que c'est un User Lab qui, justement, du point de vue de son activité, peut rejoindre, à mon avis, un certain nombre des questions qu'on vient de se poser là, sur les questions d'expérience d'utilisateur, consommateur, etc. C'est le cas de ce User Lab, c'est le cas aussi d'Angers, User Lab d'Angers. Donc Julie, si tu veux prendre la parole pour nous dire en quelques mots ce dont il retourne. Oui, je voulais contextualiser d'abord l'expression retour d'expérience, ce qui était le titre de la table ronde à propos de mon intervention, puisque je suis chargée de mission pour les messages du Mans depuis avril. Donc c'est un retour d'expérience qui est assez condensé, disons, mais disons que ma vision de ce qui se passe au Mans est pour le moment moins empirique que théorique. Je vais faire de mon mieux pour être porte-parole des acteurs de l'innovation, chercheurs et personnel de soutien à la recherche au Mans, et en particulier Véronique Delvecchio, qui est la directrice du pôle valorisation au Mans et qui avait été invitée également à témoigner de son expérience, n'a pas pu se libérer, non plus que les deux ingénieurs filières du dispositif Filinov au Mans. Et donc l'équipe attitrée à la valorisation et à l'innovation m'a demandé de l'excuser auprès de vous tous. Je voulais parler en plus du User Lab un peu, si j'ai le temps, de la structuration de l'aide à l'innovation à Le Mans Université et de la façon dont elle s'adresse aux SHS, et puis donner quelques exemples emblématiques de la façon dont les dispositifs se traduisent dans les projets portés par les labos du Mans et de Laval. Donc cette notion d'innovation à l'université, elle est, comme vous le savez, portée par une politique de développement des liens entre la communauté académique, universitaire et les acteurs socio-économiques. Ce qui s'est traduit en 2015 par la création du dispositif régional Filinov, un programme d'action contribuant au développement économique du territoire, qui s'est incarné par le recrutement d'ingénieurs filières dans les 3 universités des Pays de la Loire, et là je parle sous couvert d'une ingénieure filière de Nantes, donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, je pense que je les redirigerai vers toi, Natacha. À l'université du Mans, les 2 ingénieurs filières, Margot Baldin et Clémence Leroy, travaillent en fait sous l'égide d'une direction, la DPIE, qui est la direction partenariat, innovation et entrepreneuriat, qui est aussi en charge de la valorisation et dont les bureaux sont en fait regroupés avec les services centraux au cœur du campus. Et donc ça c'est important parce que ça fait que ce sont des acteurs de proximité qui travaillent vraiment avec les chercheurs tout au long des projets de recherche, en amont d'un travail qui peut intervenir avec des structures de valorisation comme la SAT.
Et la mise en œuvre de ce programme nécessite en particulier d'identifier différentes filières d'innovation en adéquation avec les grandes filières économiques du territoire ligérien. Ça pose question au SHS, cette notion de filière, puisque on parlait tout à l'heure de définition, c'est pas très facile en dehors de l'université de définir, de comprendre ce dont il retourne avec les sciences économiques, avec les SHS, pardon. Donc il y a un travail de cartographie des domaines d'expertise scientifique locale qui est faite en fait par les ingénieurs filières pour en fait resegmenter des domaines un peu mieux identifiables par tous, par exemple des notions comme celle de patrimoine, de mobilité, de santé, qui permettent peut-être de trouver des entrées plus facilement. Donc sur le plan scientifique, c'est un contexte qui génère dans le même mouvement une sorte d'appel d'air pour l'interdisciplinarité, forcément, puisque ce sont des thématiques transversales. Donc, par exemple, sur la notion de patrimoine, on peut voir comment ça peut concerner à la fois des approches historiques, géographiques, juridiques, même littéraires, sur des patrimoines littéraires, par exemple. Donc à la MSH du Mans, nos missions convergent sur ce point avec celle des ingénieurs filières pour la partie SHS, puisqu'on travaille aussi à promouvoir différentes thématiques de recherche qui sont susceptibles de favoriser des rencontres, des coopérations pluridisciplinaires, à la fois localement et à l'échelle de la région, comme antenne de proximité de la MSH Ange-Guépin. Donc pour illustrer de façon aussi synthétique que possible les dynamiques d'innovation existantes en SHS au Mans et à Laval, je prendrai assez grossièrement 2 fils conducteurs sans évidemment prétendre à l'exhaustivité. En premier lieu, on a la thématique du risque que l'université a identifiée comme l'une de ses thématiques phares et qui justifie le fait que l'axe régional risque-société-culture de la MSH Ange-Guépin a été confié à l'université du Mans, avec donc un professeur de droit du laboratoire Thémis-UM, Fabien Bottini, qui a été désigné pour l'animer. Et en second lieu, l'axe du numérique, cette fois avec une entrée technologique plutôt que thématique, dans la mesure où le numérique représente l'un des principaux catalyseurs de l'innovation SHS, forcément. Donc c'est un état de fait qui a une portée universelle et, comme l'a rappelé M. Leblay, qui se traduit aussi de façon assez concrète dans les projets des laboratoires Manceau, entre autres via le User Lab. Donc peut-être Catel, si tu peux faire tourner, on a un magazine décryptage recherche qui revient en détail sur un certain nombre de projets qui ont été menés au Mans et une plaquette sur la chaire Neutralité Carbone 2040 qui vont tourner. Donc pour resituer un petit peu le contexte, le risque c'est un axe qui a d'abord été amené par la spécialisation historique des laboratoires d'économie, mathématiques, sciences de gestion et droit sur les domaines du risque, de l'assurance et de la finance, qui s'est structuré depuis 2013 autour de l'IRA, l'Institut du risque et de l'assurance de l'Université du Mans. Donc par exemple, le programme Panorisque entre 2015-2020 répondait à un objectif de développement d'outils d'aide à la décision, notamment dans le secteur de l'assurance, mais pas que. Donc ça permet simplement de souligner que sur la partie innovation SHS, il y a des thématiques qui permettent de mobiliser des expertises en fait, scientifiques. Mais on peut parler aussi de risques environnementaux au regard de différentes problématiques contemporaines sur le climat. Donc sur ce point, les géographes des eaux Le Mans, par exemple, possèdent une expertise sur la rudologie, la science de l'étude des déchets, en abordant la gestion des déchets comme un enjeu d'innovation sociale, territoriale. Et c'est un type d'expertise qui se traduit par l'élaboration de méthodologies, d'enquêtes, qui vise très concrètement à améliorer le processus de gestion des déchets sur le territoire. Donc toujours sur cette thématique de l'environnement, l'Université du Mans vient d'inaugurer la chaire Neutralité Carbone 2040, qui vise à accompagner l'évolution du territoire manceau sur les questions de transition sociétale liées à des enjeux climatiques, avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Donc c'est un projet qui se veut foncièrement pluridisciplinaire, et les SHS ont vocation à être amplement mobilisés. Donc pour donner un autre exemple en géographie, il y a 2 chercheurs des eaux en ce moment qui sont en train d'établir une convention avec une entreprise qui s'appelle Open Forêt et qui développe une application qui est capable de fournir des informations sur les écosystèmes et le carbone pour aider à la prise de décision sur l'aménagement des territoires. Donc dans ce cas, c'est un apport de méthodologie, d'expertise scientifique et qui ne se traduit pas forcément par une innovation technique.
Et donc j'ajoute que dans la mesure où les enjeux d'innovation qui sont portés par la chaire neutralité carbone concernent au premier plan le territoire sarthois, Le Mans Métropole s'est engagé à financer 3 thèses dans le cadre de cette chaire. C'est aussi des opportunités de financement de la recherche. Et sur le numérique, la recherche en SHS au Mans dispose en effet d'une plateforme avec le User Lab distribué pédagogique, qui est en effet un User Lab parmi 3 User Labs dans la région. Et dans le cas du Mans, c'est un projet qui a été porté par des chercheurs informaticiens du CREN, qui est donc un laboratoire SHS dont on vient de parler en sciences de l'éducation et aussi informatique, et du LIUM, qui est le laboratoire d'informatique au Mans. Ce User Lab, c'est un espace expérimental qui est distribué sur 2 sites distants au Mans et à Laval, avec pour vocation d'accompagner l'analyse de l'expérience utilisateur. Ça signifie qu'il y a des objets connectés qui permettent de mettre en scène des situations d'apprentissage en présentiel et distanciel. Par ailleurs, différents équipements de captation installés dans la salle, caméras et micros, pilotés depuis une régie adjacente à la salle d'expérimentation, permettent de collecter des données audiovisuelles de très haute qualité. Ces traces numériques permettent ensuite de revenir autant que nécessaire sur l'analyse des expériences qui sont conduites dans le User Lab en observant les interactions entre les participants, en analysant leurs émotions, etc. Donc on peut faire des très gros zooms sur les visages, sur les documents que, par exemple, une classe d'élèves est en train de manipuler. Et on a aussi toutes les informations contextuelles autour de l'expérience, par exemple, qui s'est passé juste avant une action, juste après, etc. Ces traces, et cette plateforme, elle est destinée autant à des enseignants, à des chercheurs qu'à des acteurs du monde socio-économique. Donc la semaine dernière, par exemple, le premier atelier du réseau Plexus, qui rassemble des professionnels du centre hospitalier du Mans et des chercheurs de l'université, a suscité des discussions sur l'opportunité de mobiliser le User Lab pour analyser des interactions entre soignants et patients. Cet axe santé SHS, par ailleurs, est amené à être développé via la création d'un institut sport, santé et bien-être à partir de la rentrée 2022. Et donc, simplement pour conclure, je voulais dire aussi que cette dimension numérique, elle est présente, comme on le sait, dans la plupart des projets SHS, toutes disciplines confondues, parce qu'il y a évidemment des enjeux de valorisation, de gestion, conservation des données, qui sont des critères des dispositifs de financement. Mais certains projets de recherche en SHS vont aussi susciter de l'innovation sur le développement d'outils numériques innovants, qui peuvent répondre à des besoins en fait, initialement éprouvés par des chercheurs. Donc, par exemple, c'est ce qui s'est produit dans le cadre du programme européen Reddit, pour lequel des chercheurs en littérature du 3LAM ont coordonné avec une équipe pluridisciplinaire comprenant aussi des informaticiens le développement d'une interface d'annotation collaborative de sources numériques destinées à l'analyse de témoignages d'expériences de lecture avec un enjeu d'analyse des émotions des lecteurs, etc. Donc, encore une fois, ce n'était pas exhaustif, mais je vous invite chaudement à revenir vers les chercheurs concernés ou vers les personnes de la cellule de valorisation, d'innovation au Mans si vous avez envie de creuser. Merci beaucoup à toi Julie. J'en profite pour saluer Franck Laurent, le directeur adjoint de la MSH pour Le Mans Université qui je vois qui est en ligne. Donc je te salue Franck, voilà, il me salue aussi. Alors puisque tu évoquais Julie, notamment cet axe thématique fort qui avait été retenu pour marquer l'expertise de Le Mans Université autour du risque, avec une coordination régionale qui est soutenue et qui est assurée par la MSH Ange-Guépin. Peut-être que je pourrais laisser la parole maintenant à Yves Dénéchère qui nous parlera de l'autre sujet qui nous importe et qui est fortement soutenu par la MSH aussi à l'échelle régionale et qui est porté par l'Université d'Angers, c'est l'axe enfance et jeunesse. Alors, je suis professeur d'histoire à l'Université d'Angers, je dirige l'UNR Thémos, c'est un laboratoire d'histoire, et puis aussi le programme Enjeux, enfance et jeunesse, qui ça y est, n'est plus un programme, mais est en train de devenir un pôle universitaire ligérien d'études sur l'enfance et la jeunesse. Et alors, je ne vais pas vous faire un catalogue de tout ce qui se fait dans ce domaine-là, qui est déjà considérable. Mais la question pour moi, c'est comment on peut davantage aller chercher des financements via le DRARI, comment on peut motiver davantage les collègues, etc. etc. Et je pense que du côté de l'innovation dont je parlais tout à l'heure, mais je vais y revenir quand même,
Il faut absolument faire rentrer l'idée que l'innovation, elle est aussi sociétale et sociale. On a aujourd'hui des grandes questions à côté desquelles on ne peut pas passer. La question, par exemple, de la place des religions dans notre société. Je vois Céline Borello qui est là à distance et qui pourrait en dire un mot. On a la question, c'est notre présidente de région qui a dit qu'elle faisait de la jeunesse l'une de ses 3 priorités, et notamment de l'engagement des jeunes, dans tous les sens et dans toutes les dimensions. Évidemment, comment les SHS sont capables, j'allais dire, d'accompagner tout ça, et sont capables de convaincre les financeurs. On a parlé de l'ANR, de la NRT, etc. Enfin bon, et donc je regarde le Drari, bien sûr, vous les Drari. C'est comment voilà, on est capable de sauter, alors là, de faire sauter un verrou, là, qui n'est pas un verrou technologique, qui est un verrou véritablement de modifier la vision des SHS, ou de certaines SHS, ou certaines visions qu'on peut avoir des SHS, non seulement du côté des entreprises. Il y a une révolution copernicienne à faire du côté des enseignants-chercheurs, SHS aussi de ce côté-là, et là on a bien vu comment ça peut marcher. On a fait une test-cifre avec l'entreprise Ackermann, qui a débouché ensuite sur un contrat, un engagement de 2 ans d'un chercheur dans le cadre du plan de relance. Je veux dire, c'est possible, c'est possible. Mais l'inverse est vrai aussi. Et donc je pense que comment on est capable aujourd'hui, nous, de mobiliser, de convaincre pour que les SHS ne soient pas les supplétives, celles qui arrivent à la fin du processus plutôt que d'arriver en amont, etc. etc. Dans Enjeu, ce qu'on essaie de faire, c'était un gros programme régional. La région avait mis 1 500 000 là-dessus. Donc quand on parle de financement, tout ça, c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi penser le développement des SHS. Et pas seulement sur un projet ANR, etc. Il faut vraiment le voir à grosse échelle. Il y avait 200 000 € pour l'innovation et la valorisation. On les a tous dépensés, sans aucun problème. Ça veut dire que c'est aussi une question de moyens. Et donc, il y a eu des thèses, il y a eu des test-cifres, on est allé chercher des programmes ANR, on est allé chercher des programmes européens, etc. Donc ça fonctionne, à mon avis, à 2 conditions. Les moyens, on en a parlé, donc je passe là-dessus, parce qu'on ne va pas non plus être toujours ceux qui réclament le petit sou en plus. On ne réclame pas le petit sou en plus, on en réclame beaucoup. D'un coup. Bon. Non, mais... Sur du temps long. Non, voilà, et sur du temps long. Non, mais c'est vrai. Le programme Enjeu, c'était 1 500 000, plus tout ce que mettaient les universités, sur 5 ans. Avec le Covid, ça a fait 7 ans. Là, on est capable de définir des conditions absolument nécessaires qui sont une stratégie d'innovation, une stratégie de développement, et puis des axes de politique scientifique aussi qui correspondent, j'allais dire, aux attentes de la société. Alors, on n'est pas obligé de définir nos axes scientifiques toujours en fonction des attentes de la société. Je crois que c'est quand même le propre des SHS d'être aussi un aiguillon vis-à-vis de la société. Donc, voilà comment on a essayé de se positionner pendant quelques années. Enfance et jeunesse va devenir un axe, devient un axe de la MSH Ange-Guépin. Moi et l'équipe qui anime cet axe-là, parce que ça a mobilisé beaucoup de chercheurs et beaucoup de labos, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut aller. Enfin, on pense qu'il faut y aller. Et il faut qu'on arrête aussi un peu en SHS de jouer au Calimero aussi. Il faut être proactif, il ne faut plus aller réclamer des petites choses comme ça à droite et à gauche. Il faut dire à nos interlocuteurs, que ce soit des collectivités territoriales ou les grandes agences de la recherche, etc., que nous, voilà ce qu'on propose. Et on pense que vous ne pouvez pas faire sans nous. Vous ne pouvez pas traiter de la question de l'engagement, de la question... je reviens sur cette question des religions, parce que par rapport à ce que disait Françoise tout à l'heure, vous voyez, on est loin de l'innovation dans les entreprises, etc. Or, il y a des questions qui sont fondamentales. Vous avez besoin de nous, la balle, elle n'est pas dans notre camp, elle est dans votre camp. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes
capables de faire pour qu'on soit des acteurs véritablement de l'innovation. Alors dans les entreprises, on l'a vu, et les tests CIF, tu as donné des chiffres tout à l'heure, oui, dans pratiquement tous les labos SHS maintenant, il n'y en a pas 50, mais de la région en tout cas, il y a toujours des tests CIF. Mais j'allais dire, c'est un petit bout de la lorgnette, ça. Il faut voir aussi le reste. Donc voilà, moi je plaiderais plutôt pour ça. Non, merci à toi. Je pense que cette notion de temps long, elle est importante. D'abord, elle est importante pour tout chercheur, en fait, hein, quels que soient les domaines. Ça, c'est pas propre au domaine des SHS, même si on va dire que le temps long, du côté des SHS, c'est sans doute quand même quelque chose qui prend un relief un peu particulier par rapport à d'autres secteurs disciplinaires. Mais cette notion du temps long, elle est fondamentale. Et il est vrai qu'un certain nombre de dispositifs qui nous sont présentés parfois ne prennent pas en compte cette dimension du temps long. Mais ça, c'est un véritable enjeu. C'est sans doute pas un enjeu pour tout de suite, parce que ça implique quand même de repenser beaucoup de choses, mais c'est un point sur lequel il y a un travail à faire. Alors c'est vrai que nous, en tant que chercheurs, nous avons tendance à ce moment-là à sortir le carton, dirait oui, mais il y a les crédits récurrents des équipes de recherche, ça permet de faire du temps long, et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Mais à mon avis, le sujet, ce serait une erreur de le prendre uniquement par ce bout-là. Parce que je pense qu'effectivement, avec des partenariats qui sont des partenariats forts et durables avec des acteurs du monde socio-économique, etc., le temps long, il est tout à fait possible. Ce sont des travaux, évidemment, d'établissement de liens de confiance, réciproques, mais il est tout à fait possible. Et tu as évoqué la collaboration qui concerne TEMOS, donc ton unité, avec la maison Ackermann. Si je ne me trompe pas, je crois qu'aujourd'hui le dispositif, c'est celui d'une thèse tandem, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas une thèse tandem. Il y a eu une thèse CIFRE. Ouais. Ackermann, c'est une entreprise du Saumurois qui produit des vins à fine bulle. Voilà, et qui voulait faire une étude historique alors sur l'histoire de son entreprise, mais surtout sur l'histoire de l'innovation au sein de l'entreprise. Voilà. Et donc la thèse CIFRE a été réalisée, elle a été soutenue, etc. Et le docteur Valentin Tavot, eh bien, on l'a avec l'Université d'Angers, Ackermann, Meldrari a regardé ça aussi de près. Dans le cadre du plan de relance, là, il a été embauché comme chercheur contractuel sur 2 ans au laboratoire et mis à disposition, je mets des guillemets parce que c'est pas tout à fait le terme, hein, mais en tout cas de l'entreprise Ackermann. Ce qui fait que c'est un renversement en fait du système CIFRE. Dans le système CIFRE, le doctorant il est salarié de l'entreprise et il mène sa recherche au sein du labo, etc. Et là c'est l'inverse. On l'a recruté comme jeune chercheur contractuel au laboratoire, mais il travaille avec l'entreprise sur une autre mission évidemment qui est beaucoup plus générale. Donc voilà c'est pour ça que je pensais à test tandem, même si c'est pas ce dispositif-là. Voilà. Peut-être Christophe, sur les tests tandem, tu pourrais dire quelque chose, parce que c'est un dispositif spécifique à la région Pays de la Loire, qui est assez intéressant, et qui est assez intéressant pour les SHS en particulier, parce qu'on l'a bien vu, les tests CIF sont parfaitement faits aussi pour les SHS, mais il y a quand même toujours une petite marche, enfin, ça va pas forcément de soi, en tout cas pour tous les collègues, et surtout pour tous les secteurs disciplinaires. Alors que la thèse tandem est sans doute un dispositif là qui, de ce point de vue-là, était assez bien pensé, je trouve. Et donc peut-être Christophe, tu pourrais en dire quelques mots. Je ne suis pas sûr que tout le monde, ici comme à distance, connaisse les thèses tandem. Oui, alors effectivement, c'est un dispositif qui a été mis en place dans la région c'est pas long, hein, je crois que c'est 3 ans, je crois à peu près. L'idée étant qu'effectivement les tests CIFRE, avec cette idée d'avoir à la fois évidemment de la production de connaissances scientifiques, mais avec une forme de valorisation avec l'interaction avec le monde socio-économique, c'est de dire si quelque part vous êtes dans cette logique d'effort d'interaction, alors la région va vous accompagner sur du ressourcement scientifique pur, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'avec une seconde thèse cofinancée par la région, l'idée étant continuer d'avoir des actions de recherche, on va dire au sens pur, j'ai utilisé ce mot-là, c'est-à-dire vraiment un petit peu plus détaché cette fois-ci de la valorisation, pour continuer de creuser un certain nombre de questions que vous ne pourriez pas creuser directement avec un partenaire du monde socio-économique. Et je pense que c'est effectivement, d'où l'idée de tandem, c'est un relais intéressant, ce qui permet à la fois d'avoir cette double vision, ressourcement scientifique pur,
et ensuite aller un peu plus aussi vers le monde socio-économique. Alors sachant que dans l'ordre, si j'ai bien compris le dispositif, c'est d'abord justifier de la thèse CIFRE. Et une fois que la thèse CIFRE est engagée, on peut engager la thèse de ressourcement. Voilà. Je trouve que c'est effectivement un très très bon dispositif personnellement. Alors Christine justement voulait revenir sur un aspect lié au thèse CIFRE. Deux aspects effectivement des thèses CIFRE, mais aussi en réaction et en prolongement de la réflexion des propos qui ont été tenus. Un premier qui est lié au fait qu'on a parlé des bourses CIFRE et des thèses CIFRE en lien avec le monde industriel, peu avec le monde associatif. Alors du coup, c'est aussi un témoignage qui vient des sciences de l'éducation et de la formation. Peut-être qu'on a aussi, qui est en train de se développer, beaucoup plus de partenariats de ce côté. Natacha a parlé d'une bourse, d'une thèse CIFRE côté philo. Il va y en avoir une avec la résidence sociale 49 sur de l'accompagnement à de l'habitat inclusif pour des jeunes adultes handicapés. Et donc la difficulté peut-être du côté de ces dispositifs-là, c'est la façon dont on peut accompagner ces structures qui sont des structures beaucoup plus petites pour le coup. Les accompagner, alors on a bénéficié de l'aide de Natacha, heureusement pour nous, mais il y a vraiment besoin d'un accompagnement fort, et y compris peut-être effectivement qu'ils n'ont pas d'impôt recherche pour le coup. Ils n'ont pas cette possibilité en fait de s'appuyer sur ces modes de financement. Et donc, pour bénéficier du crédit impôt recherche, il faut payer des impôts. Oui, c'est ça. Et donc du coup, ils sont plus en difficulté en fait pour financer des thèses qui sont du côté plutôt de l'innovation sociale. Et je voulais en témoigner parce que ça me paraît important. Et le deuxième point qui est une petite difficulté, quand on a parlé du temps et du temps long, on est aligné encore une fois sur des sciences expérimentales. 3 ans, quand on est du côté des sciences humaines et sociales, mais on sait qu'on est loin de la moyenne, puisque maintenant on a des données, on est plutôt du côté de 4 ans, 4 ans et demi en moyenne. Et je ne suis pas sûre qu'il faille vouloir à tout prix raccourcir ce temps. Pour le coup, parce que quand on ne fait pas de l'expérimentation et quand on ne contrôle pas tout le système de recueil de données, il y a besoin d'un temps d'interaction assez long avec les acteurs de terrain pour qu'ils travaillent avec nous. Faire de la recherche avec les gens, c'est aussi prendre le temps de les impliquer dans les processus de recherche et de s'inscrire, de faire un petit peu de travail ethnographique, ça se fait pas en 5 minutes. Et donc du coup, il manque du temps à la fin. Et il manque du temps à la fin sur le financement pour le doctorant qui se retrouve au bout de 3 ans à devoir éventuellement chercher un autre contrat ou à faire sa thèse trop vite. Et ça, on n'en a pas trop parlé avec Sophie Le Bellu, mais c'était peut-être un peu trop court, finalement, la thèse à la fin chez Renaud, et ça manque de valorisation, pour le coup. Les papiers ne sont pas faits. Alors, dans notre domaine, c'est pas tellement les colloques, ça, on en a fait. Ça fait partie du travail, effectivement, et il y a des actes de colloques internationaux, etc. Mais la valorisation, c'est des articles. Et les articles ne sont pas écrits, le doctorant est parti. Voilà, on va garder de bonnes relations avec lui, on sait qu'il veut publier, mais je pense que dans ces dispositifs-là, voilà, s'il y a peut-être des ajustements à faire envers les SHS, c'est peut-être de ce côté aussi. Oui, tu as raison, parce qu'on évoquait déjà le temps long, et c'est pour ça que j'ai introduit le terme de confiance, parce que c'est vrai que nos objets d'étude, c'est souvent ce type de travaux. Alors ça peut être du terrain, le terrain c'est quoi? Voilà, c'est quoi le terrain en SHS? Ça peut être quelque chose d'extrêmement complexe, le terrain. Et c'est comme le nom du champ disciplinaire l'indique, c'est de l'humain et c'est du social. Et le temps qui est consacré à établir des liens, à connaître son terrain et à créer un lien de confiance et de compréhension mutuelle. C'est du temps long par définition, mais qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire que si ce préalable n'est pas posé, il n'y a pas d'activité de recherche a priori satisfaisante, capable d'aboutir à quelque chose qui soit pertinent, rigoureux, et qui soit ensuite surtout lisible, traduisible en résultat. Et donc c'est vrai que cette question du temps long, pour nous, elle commence déjà au niveau du fait du travail doctoral. Et ça c'est important de le dire. C'est important de le dire, parce que des modèles qui peuvent être issus d'autres champs disciplinaires ne sont pas ceux-là. Et la transposition n'est pas toujours facile ni même possible. Oui, si on veut qu'il y ait de la transformation sociale, effectivement, il faut qu'on arrive à embarquer les acteurs avec nous. Alors nous, en plus, on filme, on fait des entretiens, on leur prend du temps. Voilà, on n'introduit pas une caméra en 5 minutes sur un lieu de travail.
Heureusement d'ailleurs. Natacha. Oui, donc Natacha Guigou, donc je fais partie. Le micro pour ceux qui sont à l'extérieur. Donc je me suis présentée tout à l'heure. Donc Natacha Guigou, effectivement, je suis ingénieure filière sciences humaines et sociales à Nantes Université. Et donc dans le programme Filinov, pour faire écho à ce que effectivement Christine vient de dire, c'est vrai que la typologie des partenaires socio-économiques qu'on a, notamment en CIFRE, mais effectivement c'est pas que des CIFRE, on a d'autres collaborations de recherche, on a aussi des prestations. Elle est un petit peu peut-être différente. On a une grande partie quand même des collaborations de recherche qui se font avec des collectivités territoriales, pour une grande part, et avec des associations. Et c'est vrai que le temps, c'est pas toujours le même pour poser la méthodologie, pour poser la confiance. Effectivement, on a beaucoup, on a cité le droit, on a cité l'archéologie, on a cité la philosophie, mais on a effectivement la science de l'éducation. On a aussi beaucoup de thèses et de collaborations en psychologie, donc c'est pas effectivement pas le même temps, et ça c'est une notion qui est très 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 importante à souligner, à ressouligner, et peut-être aussi que ce soit auprès de la NRT ou que ce soit aussi avec la SAT qui nous accompagne, on n'est pas aussi sur les mêmes modalités de partenariat, et ça je crois qu'effectivement il y a un problème de vocabulaire peut-être, enfin une problématique de vocabulaire à poser ou à reposer, et puis peut-être aussi, moi je pense qu'on n'a pas fini de sensibiliser et de refaire de la pédagogie pour que les critères qui sont, on a commencé par ça sur ce problème-là, mais les critères ne sont pas loin de là adaptés à l'ensemble des enjeux en SHS. Moi, je pourrais donner un exemple pour aller plus loin sur ce que tu viens de dire qui était juste. On évoquait les associations, mais il y a aussi purement et simplement la société, les citoyens. Et au moment où on nous encourage à aller de plus en plus, parce que je pense que c'est un véritable enjeu de transformation sociale dont nous avons absolument besoin aujourd'hui, on nous encourage à aller de plus en plus vers la recherche-action, la recherche participative, etc. Nos interlocuteurs ne sont pas toujours des entités structurées comme une entreprise, c'est-à-dire avec un cadre légal, un cadre juridique, des moyens, mais nos entités peuvent être parfois très, très instables, nos interlocuteurs. Et la recherche citoyenne, quand on travaille avec la société en tant que telle, ben là c'est un enjeu dans lequel je pense qu'il y a véritablement une nécessité de créer des modèles, qui soient des modèles en termes de financement, de moyens, qui permettent de véritablement faire du travail de fond. Et là, il y a sans doute quelque chose à penser et à inventer. Parce que c'est pour les SHS, si on veut justement qu'elles soient placées en amont, pas toujours en aval, qu'elles soient placées en amont et qu'elles puissent être ce moteur de transformation sociale aussi, d'innovation dans ce sens-là, c'est-à-dire de travail sur les transformations de la société au sens fort, hein, par rapport aux enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Là, il y a clairement un modèle de partenariat à inventer, parce que le partenariat, c'est tout le monde. Si tu veux, je dis un mot, quand on veut faire des enfants et des jeunes non plus un objet de recherche, mais qu'ils deviennent des sujets des propres recherches qui sont faites sur eux, avec eux, etc., etc. Notre interlocuteur, c'est qui? C'est quoi? On nous parle toujours d'entreprise, d'entreprise, d'entreprise. Et j'y souscris dans le cadre d'enjeux. On travaille beaucoup avec le cluster Nova Child, qui est à Cholet, qui regroupe beaucoup d'entreprises. Enfin bon, donc c'est OK. Mais typiquement sur cette problématique-là, comment on fait pour aller décrocher justement un certain nombre de moyens, etc. S'il n'y a pas une prise de conscience que quand on travaille sur la société, avec la société, etc., il faut qu'il y ait sans doute une dépense publique qui vienne irriguer ce type de recherche-là, quoi. Alors c'est ce qu'on essaye de faire, nous, depuis cette année, à l'échelle de la MSH Ange-Guépin, à travers 2 nouveaux appels à projets qui s'intitulent Enjeux sociétaux, pour lesquels nous avons bénéficié du soutien fort de la région Pays de la Loire. C'est grâce à la région Pays de la Loire que nous pouvons porter ces... Et effectivement, ces appels à projets étaient conçus d'abord pour être pensés par les SHS et pour les SHS, mais pour répondre quand même à des enjeux sociétaux, pas des besoins, des enjeux, qui n'est déjà pas la même chose. Besoin, enjeu, c'est plus du tout la même chose. D'où l'intitulé de la AP. Avec un encouragement fort à associer, à faire vraiment dans la recherche participative, la recherche d'action, donc à associer des représentants du corps social. Alors,
Selon la nature des projets, évidemment, les représentants du corps social peuvent être très différents. Ça peut être le monde socio-économique, ça peut être l'associatif, ça peut être les collectivités, mais ça peut être aussi dans certains cas, et c'est le cas sur un des projets que nous avons retenu dans le cadre de notre sélection, ce sont les habitants d'une ville. En l'occurrence, il s'agit de la ville du Mans, puisqu'un des projets que nous avons retenu, c'est un projet qui porte sur ce travail qui se fait depuis plusieurs années au Mans pour obtenir le label patrimoine mondial de l'humanité au titre de l'UNESCO pour les murailles du Mans, les murailles romaines. Et ce programme, c'est un programme qui s'intéresse à la question de ce qu'est la valorisation d'un patrimoine à caractère historique, architectural, archéologique, ce que représente cet enjeu de valorisation à l'échelle de la population d'une ville. C'est-à-dire tous les enjeux qui tournent autour. Alors il y a des enjeux touristiques, des enjeux économiques, mais il y a aussi des enjeux de représentation par les habitants eux-mêmes de l'espace qu'ils habitent et la manière dont cet espace, par rapport à son histoire propre, va aussi entrer dans leur propre histoire et dans la représentation qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes en tant qu'habitants d'un lieu donné. Donc c'est comme ça que nous avons conçu le projet, mais de fait c'est un cadre quand même, on a la chance nous, à travers cette AAP que nous pouvons porter, de l'avoir pensé comme ça, mais c'est un cadre qui reste de manière plus globale, je dirais, à penser et à construire pour permettre à des travaux, je dirais, des travaux de fond en sciences humaines et sciences sociales sur cette question des enjeux sociétaux. Et qui en plus, mais là ça nous emmène trop loin, qui en plus pour certains enjeux comme la transition environnementale, etc., ne s'inscrivent même plus dans des cadres de territoire ou même de frontières nationales, etc., mais sont des enjeux qui sont à penser à l'échelle de l'humanité. Mais là je préfère fermer tout de suite la parenthèse parce que quand je vois l'heure, je pense que l'échelle de l'humanité, nous n'avons plus le temps. Oui, je voudrais un peu rebondir sur tout ce qui a été dit. Alors, je ne sais pas où on en est dans le timing. Parfait, c'est le bon moment pour rebondir. Bon, donc je rebondis. Voilà, je vais amortir un peu à un moment donné. Oui, je voulais aussi, alors, m'exprimer aussi, bien entendu, au nom de notre diversité, hein, pour juste rappeler qu'effectivement, en tout cas, avec ce nouvel établissement augmenté dans son périmètre, hein, bien entendu, les sciences humaines et sociales ne sont pas oubliées du tout, hein, on l'a déjà dit maintes fois, mais enfin je le rappelle quand même. On a Natacha Laure qui est au service SPIE avec une filière d'innovation dédiée aux sciences humaines et sociales, hein, donc parmi 5. Donc je veux dire, on est sur les 5 filières d'innovation de notre université. On a aujourd'hui, au travers du programme Next, licite la réaffirmation que les sciences humaines et sociales sont importantes, parce que on peut évoquer le cluster élite qui est venu aujourd'hui essayer de fédérer un peu mieux la santé du futur et l'industrie du futur, qui sont effectivement, qu'on a mis particulièrement en avant, mais on n'oublie pas aussi les sciences humaines et sociales. On a donc l'idée que en rapprochant ces mondes, on va gagner énormément. Alors, rapprocher, je pense que c'est peut-être un terme aussi hyper intéressant pour nous aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de notre université. C'est la construction des rapprochements, des croisements. Et je pense que, en me questionnant aujourd'hui, et d'ailleurs je remercie au passage vraiment Frédéric, Catel, Caroline, de cette invitation et de nous avoir placés dans ce contexte d'échange, parce que j'ai l'impression qu'on ne manque pas de sujets d'intérêt, des sujets extrêmement importants. La question que je me pose beaucoup, c'est de dire quelles sont les conditions dans lesquelles on peut faire émerger, accélérer, augmenter aujourd'hui le potentiel des SHS dans nos différents périmètres. Alors il y a des périmètres, Pierre-Yves, Laurent représentent certains périmètres, Nantes Université que je représente aujourd'hui sont d'autres périmètres, mais pour moi la condition, la méthode est aussi extrêmement intéressante. C'est-à-dire, est-ce que, je vais prendre un exemple, est-ce qu'il faut aujourd'hui, au travers de tiers-lieux, alors aujourd'hui les tiers-lieux sont vraiment beaucoup à l'honneur, parce qu'on dit qu'il y a des croisements sur des populations qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer, et on sait que c'est au travers des croisements qu'émergent un certain nombre de choses. Le croisement, pour moi, c'est aussi le problème de temporalité. Tu évoquais tout à l'heure être en amont ou en aval. Alors ça, c'est la flèche du temps. Donc la question que je me pose aussi, alors je pose beaucoup de questions, je n'ai pas les réponses, hein, vous l'avez compris,
mais je pense que c'est à nous de réfléchir dans l'avenir. C'est le domaine des SHS. J'ai l'impression que par moment, c'est vraiment la question, c'est la positionner en amont, et ensuite on déroule, d'où les temps longs, parce que ça veut dire qu'on va mettre ça de façon complètement linéaire, et donc ça veut dire des temps longs. Par moment, ça va être des interactions simultanées. Voilà, les interactions simultanées, ça veut dire du croisement. Et donc, à nous de nous questionner. Ces idées de croisement, il faut savoir aussi qu'au niveau de Nantes Université, il y a un centre d'innovation sur lequel la présidente Karine Bernot s'est engagée, et nous sommes à ses côtés pour le mettre en place. C'est vraiment ça aussi l'idée de la proximité, l'idée du croisement, et d'avoir en fait des distances plus courtes et des temps plus courts entre par exemple le monde socio-économique et ce que peut représenter le potentiel aujourd'hui de Nantes Université. Les collègues du Mans ont mis en place un certain nombre de choses qui sont exactement dans la même idée. Donc on voit bien qu'il y a des questions de temporalité, de croisement, d'être dans les mêmes lieux, de réfléchir ensemble dans des univers comme ça. Moi je crois beaucoup à ça, j'ai l'impression. On ne manque pas d'idées, mais j'ai l'impression que voilà, il faut essayer de trouver les façons d'augmenter ça. Et puis, quand on disait tout à l'heure, mais comment les SHS peuvent être finalement un peu plus aujourd'hui perçus comme finalement comme un enjeu fondamental, et donc avoir les moyens de se développer. La méthode là aussi me questionne beaucoup. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un petit peu travailler de façon avec d'autres domaines scientifiques pour se présenter collectivement, et à force de se présenter collectivement, c'est l'habitude, ceux qui sont aujourd'hui un peu aux manettes vont nous dire, finalement, oui, c'est vrai, c'est hyper pertinent. Parce que depuis qu'ils se présentent collectivement et qu'ils traitent les questions de façon conjointe, on a quelque chose qui est complètement nouveau. Mais ça veut dire aussi que les SHS ne sont pas complètement autonomes, ce qui est aussi quelque part est certainement réducteur. On parlait de thèse tandem tout à l'heure, on disait évidemment certaines questions on va les partager avec le monde socio-économique, d'autres on va les travailler de façon autonome en termes de ressourcement. Donc il y a aussi pour moi la question de qu'est-ce qu'on fait de façon autonome, ou qu'est-ce qu'on fait de façon partenariale combinée avec d'autres domaines scientifiques pour peut-être accélérer un petit peu le mouvement et être plus visible finalement de ceux qui peuvent nous aider à déployer notre potentiel. Donc c'est les quelques réflexions que j'avais, donc réaffirmer que Nantes Université est complètement investie dans cette question. Ça a été cité aussi, tu l'as dit, Nantes Université, où aujourd'hui on a une vice-présidence dédiée aussi au développement durable. Alors ça c'est un questionnement absolument gigantesque, dans lequel évidemment les SHS ont un rôle absolument fondamental à jouer, on le sait. Donc on a ce développement durable, on a cette question là qui est importante. Donc sachez qu'en tout cas, je le rappelle, qu'au niveau de Nantes Université, on a une vice-présidence dédiée, il y a une conférence développement durable qui est en train de se mettre en place sous l'impulsion de Laurent Devine, qui est vice-président. Voilà, ça c'est aussi, j'ai l'impression, des sujets sur lesquels on va tous se retrouver. Voilà. Voilà, quelques témoignages, quelques réactions aussi, et quelques éléments pour resituer par rapport aussi à Nantes Université. Merci à toi pour ces réflexions qui pourraient être le mot de la fin, parce que ça ressemble bien, c'est bienvenu, mais il y a quand même une main levée, qui est celle de Karine Durin, donc je vais quand même lui laisser la parole. Oui, merci beaucoup. J'ai suivi avec vraiment beaucoup d'intérêt les discussions et les échanges au cours de cet atelier, cette table ronde. Et vraiment, je partage votre avis, plusieurs des avis des intervenants qui se sont exprimés ce matin, et notamment le dernier, pour partager cette prise de conscience et cette nécessité également de partager une sorte de langue commune aux sciences humaines et sociales, et pour être audible dans le discours et ce que nous apportons aussi aux transformations sociales sur lesquelles les sciences humaines et sociales sont attendues, notamment sur
peut-être la réflexion que nous devons avoir sur la notion de discipline et les cultures académiques qui sont attachées à nos disciplines et qui devraient nous amener à réfléchir à cette question de l'interdisciplinarité, qui est aussi une question de fond qui est portée par la MSH et le séminaire que vous avez lancé, Frédéric, depuis quelque temps. Mais c'est vraiment peut-être une question qui donne notre pratique de recherche, dans notre expérience de formation aussi des générations futures, doit être beaucoup plus présente sur les méthodes, le regard aussi que nous avons sur notre discipline et la capacité à partager et à échanger, à avoir ces croisements, à faciliter ces démarches de croisement et d'échange disciplinaire. Voilà, et à sortir parfois de notre cadre disciplinaire. Je pense que c'est absolument fondamental. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter et en vous remerciant de nouveau. Voilà. Merci à toi, Karine. Ça aurait pu être le mot de la fin d'ailleurs du directeur de la MSH, parce que de fait, cette interdisciplinarité, c'est vraiment la mission fondamentale d'une maison des sciences de l'homme. Et je rappelle que pour les maisons des sciences de l'homme, ce n'est pas propre à la maison des sciences de l'homme Ange-Guépin, mais c'est la définition de l'ensemble du réseau des maisons des sciences de l'homme. L'interdisciplinarité, ce n'est pas les SHS entre elles. Ça, pour nous, c'est de la pluridisciplinarité. Ce qui est déjà très bien, ce qui est déjà un beau travail à accomplir et sur lequel il y a beaucoup de défis. Hein. Mais pour nous, l'interdisciplinarité, c'est le moment où il y a des SHS, de la santé, des sciences de l'ingénieur, des sciences et technologies. Mais avec ce petit point sur lequel nous sommes revenus à plusieurs reprises ce matin qui est important, c'est que de notre point de vue, évidemment, cette interdisciplinarité, ça ne situe pas par définition les SHS en aval. Comme c'est souvent, et même malheureusement trop souvent le cas. Ça les place aussi parfois au cœur du dispositif. À non pas être au cœur du dispositif systématiquement, évidemment, mais le principe de l'interdisciplinarité, c'est que chacun à un moment va être au cœur du dispositif. Ça, c'est l'interdisciplinarité qui fonctionne. C'est-à-dire que les postures et les positions ne sont pas préétablies d'avance. Elles se construisent déjà au moment de l'élaboration d'un projet, mais même si le projet est véritablement interdisciplinaire, les positions changent dans le cours du projet. Les positions changent. Et ça, c'est une chose avec laquelle, en général, les SHS sont assez à l'aise, cette capacité à faire changer les frontières, les limites, les positions à tout moment. C'est-à-dire en remettant en question systématiquement ce qui paraît acquis, établi, évident, en le repositionnant, en le critiquant, et donc quasiment parfois en ayant cette capacité de faire table rase à chaque fois de ce que l'on croyait acquis et qui n'est jamais acquis. Donc merci à toi, Karine, parce que ça aurait pu être vraiment le mot de la fin de la MSH tel que tu nous le présentes. Alors, il va y avoir un mot de la fin parce qu'il est 12h04, mais si ils en sont d'accord, j'aimerais bien le donner à Pierre-Yves Manac et à Laurent Morillon, et où on va Pierre-Yves Manac, parce que je rappelle que c'est l'Adrari, et c'est important de le dire, qui a été à l'initiative de cette rencontre, et donc je tiens à vous laisser ce dernier mot. Alors, c'est pas vraiment un mot conclusif, mais c'est plutôt un commentaire que je me faisais sur une partie dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est les concours d'innovation. Sur les concours d'innovation, j'ai participé, moi, à titre personnel, au concours d'innovation qu'on appelle Pépite, celui des étudiants de licence et de master, et puis ceux qui concernent les résultats issus des laboratoires de recherche, notamment le concours qu'on appelle ILAB. Et donc, je fais le constat suivant, c'est que quand on observe les jeunes en licence et en master qui viennent nous présenter les projets d'entreprise qu'ils ont, il y a à peu près la moitié des projets qui sont présentés qui relèvent des domaines des SHS. En revanche, quand on arrive sur le niveau, on va dire, supérieur en termes de transférabilité de résultats de recherche de nos laboratoires, il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment aucun projet au niveau national qui ressort au niveau des SHS. Donc peut-être, comme j'ai l'occasion d'avoir le VP entrepreneuriat ici présent, c'est peut-être une piste de travail éventuellement qu'on pourrait essayer de mener ensemble, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut amener, parce que ça c'est vraiment le futur, si vous voulez, c'est quelles seront les entreprises de demain. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ce lien pour que nos jeunes ne disparaissent pas du paysage national de la recherche, de l'innovation en SHS. Voilà le commentaire que je voulais faire. Christophe veut surenchérir. Non, mais c'est une très très bonne remarque, Pierre-Yves.
Oui, tu as absolument raison, on fait le même constat. Donc on a des statistiques par rapport à ça, effectivement. Alors là, nous on pense en fait qu'il y a aussi un levier extrêmement intéressant, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des exemples aujourd'hui où il y a des startups qui se créent en combinant le monde du numérique et puis des questions qui relèvent strictement des SHS. Et quand on arrive à marier ça, on a des exemples extrêmement intéressants. Par exemple, des outils d'assistance, voilà, qui font appel à du numérique pour des personnes qui ont, par exemple, un certain nombre de difficultés dans tous les domaines. Voilà. Et donc, le numérique devient un assistant. Et c'est vrai que la personne qui a la culture SHS voit bien ce qu'il faut faire, au sens voilà, de comment travailler sur la personne, mais il n'a pas forcément les compétences numériques pour élaborer, mettre au point le dispositif d'accompagnement numérique qui va permettre de faire l'exercice. Et donc j'ai l'impression que l'action qu'on pourrait mener, ce serait de dire les SHS sont moins visibles à un moment donné. Je pense que tu évoques aussi peut-être la deep tech derrière aussi un peu ça. Et effectivement, et je pense que c'est dans le croisement qu'on va y arriver. C'est dans le croisement. Donc on revient à ce qu'on disait, c'est l'interdisciplinarité, les lieux de croisement, d'acculturation mutuelle, ça peut être un moyen d'accélérer ça. Merci. Alors donc, j'ai entendu que les mots de la fin ont été prononcés. Merci à toutes et tous pour votre disponibilité encore, pour votre participation. Je m'adresse en particulier à ceux qui étaient à distance. C'est jamais facile de participer à distance, mais là je crois que ça s'est bien passé. Et puis je le redis, nous aurons un rendez-vous à l'automne qui permettra de continuer à approfondir ces questionnements organisés par la MSH Ange Guépin, pour lequel vous serez informés dans les meilleurs délais, c'est-à-dire lorsque nous commencerons à avoir un programme. Donc je vous donne rendez-vous à tout le monde. Normalement le 29 septembre et peut-être le 6 octobre, on a encore 2 dates qui sont dans les calendriers en discussion, mais voilà, ce sera fin septembre, début octobre, pour continuer à parler pas seulement d'innovation, mais des SHS sur leur territoire et de ce que ça signifie pour un territoire, d'une part, de pouvoir bénéficier de la recherche en sciences humaines et sociales, et de ce que représente aussi pour des chercheurs en sciences humaines et sciences sociales cette idée de territoire, cet enjeu du territoire. Donc merci à tout le monde, et puis on vous souhaite une bonne fin de journée et surtout un excellent week-end parce que c'est bientôt. Merci beaucoup. Merci.